mesdames et messieurs, bonjour pour cette nouvelle conférence du cycle. Je suis très ému aujourd'hui parce que Jean-Félix Gandioli, qui est le président de l'association des Amis du Muséum, qu'il a créé en 1997, si je ne me trompe pas, avec son équipe, qui est une partie dans la salle, et je voudrais un petit clin d'œil, elle est habituée maintenant, à Joël de Failly, M. Closa. La ville de Nice est très honorée et très fière du travail que vous faites au Muséum depuis tant d'années. J'associerai M. le maire, M. Moulade et d'autres, et j'en oublie, parce que beaucoup de personnel du Muséum ou d'enseignants de l'université à la retraite continuent de travailler au Muséum, et grâce à eux, le Muséum, aujourd'hui, est un lieu magique de recherche et de collecte et de conservation de fonds de trésors. Donc on a commencé à ouvrir cette boîte de Pandore. On est en train de faire plusieurs projets, je vous en ai parlé la semaine dernière déjà. Cette semaine, vous avez pu voir ce matin dans Nice Matin, on a deuxième fois qu'on a une page entière. Alors les mauvaises langues, il a acheté Nice Matin, mais non. Ça fait longtemps que je l'avais acheté, non, je plaisante. Donc, il y a un vrai projet de fonds et je dirais qu'encore aujourd'hui à midi, avec Madame Jacquard, notre directrice des musées, Olivier Gérier, le directeur du Muséum, avec notre collègue Xavier Latour, qui est le doyen de la faculté de droit, mais qui est responsable de la recherche à l'université. Et on est en train de développer des projets autour du Muséum. Notamment, il y a un diplôme de conservation où on va former des gens justement à la conservation à partir du Muséum, en tenant compte des expériences et des activités menées, et notamment par l'association des Amis, Jean-Félix. Donc je voudrais aujourd'hui, au nom du maire, remercier l'association des Amis du Muséum et tout le travail que vous faites. Je crois que Joël, ça fait 6000 heures qu'elle tient la bibliothèque, d'après ce qu'elle nous a dit récemment. Et nous vous inviterons tout au long de l'année à plusieurs manifestations culturelles et scientifiques. Et je voudrais encore une fois remercier Emmanuel Figuera qui nous accueille dans ce lieu magique, qui est le lieu où, dès 2008, on avait fait des cycles de conférences. Et puis dans l'histoire de Nice, avant qu'il y ait l'université, c'était un des lieux où on avait des conférences culturelles et scientifiques. Donc c'est un lieu pour lequel nous avons une attache particulière, et c'était tout à fait normal qu'avec Emmanuel Figuera et Madame la directrice des musées, on fasse ce cycle ici. Alors dans les nouveautés que nous sommes en train de préparer au Muséum d'histoire naturelle, nous allons créer une salle pour recevoir des ateliers de scolaires et d'adultes. Et à côté de la bibliothèque, qui est une bibliothèque remarquable de 60 000 ouvrages, c'est ça, hein, Joël, 60 000 à peu près, hein, nous allons créer une salle de lecture aussi. Donc salle d'activité, salle de lecture, et pour l'année prochaine, une nouvelle exposition permanente dans la grande salle qui va être complètement réhabilitée. Donc voilà les projets sur lesquels nous travaillons. Et je voudrais dire à Jean-Félix Gandioli que l'association des Amis du Muséum a toute sa place dans ce projet et qu'on fera appel à leur talent et à leur dévouement pour nous aider dans toutes ces belles réalisations. Voilà. Je dois remercier Jean-Marc Giom, oui, bravo. L'an prochain, 2014, ça fera 27 ans effectivement que nous travaillons à valoriser l'établissement. On a toujours eu, disons, une démarche politique qui consistait à accompagner l'établissement et essayer de le valoriser auprès des élus. Je suis très ému parce que je crois que c'est la première fois que je vois ce qui se passe. Merci beaucoup à Jean-Marc Giom qui est très dynamique et qui effectivement a fait souffler. Et Madame la directrice des musées, oui, que j'ai rencontrée l'an dernier et qui est très sensible à l'intérêt de l'établissement. Olivier Gérier, oui bien sûr, je ne présenterai pas. Et donc, non, il y a un vent nouveau qui souffle vraiment. Merci beaucoup. Alors, oui, une petite histoire de la botanique dans les Alpes-Maritimes. C'est vraiment une petite histoire parce que, on en parlait avec Olivier Gérier tout à l'heure, il s'est passé beaucoup de choses dans les Alpes-Maritimes. Il y a de nombreux botanistes qui sont intervenus. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont vraiment simplement les linéaments de ce que pourrait être une histoire de la botanique. C'est pour ça qu'on a mis une petite histoire de la botanique dans les Alpes-Maritimes. Alors, ce terme-là, Alpes-Maritimes, en fait, pour nous, c'est simple, ça paraît être simplement, quand on dit Alpes-Maritimes, on pense
au département des Alpes-Maritimes, mais pour les botanistes, c'est quelque chose de moins vrai parce que les Alpes-Maritimes, si c'est un département, les plantes ne connaissent pas les limites d'un département, ni les limites d'une nation, ce qui fait que les botanistes se sont posé la question qu'est-ce qu'il faut entendre par Alpes-Maritimes, et ça nous amène ici, alors généralement, voilà, c'est orthographié de la manière suivante, soit c'est Alpes-Maritimes avec un tiret et une majuscule, ce qui veut dire que c'est le département, sinon si c'est avec une minuscule, généralement, on l'entend cette fois-ci au sens plutôt biogéographique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cet ensemble? Alors, ça nous amène un peu à parler, je vais faire, ça sera assez bref parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long. Hein. Mais disons, ça nous amène un peu à parler des Alpes. Alors, si le petit appareil veut marcher comme ça. Oui, voilà. L'arc alpin. Voilà, l'arc alpin, si on parle des Alpes-Maritimes, l'arc alpin est assez bien défini. Je veux dire par là qu'on ne l'a pas ici, mais dans sa partie donc, nord-orientale, il est bien limité par la dépression de Vienne, et donc il est bien séparé des Carpates, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'on arrive ici sur la côte méditerranéenne, c'est quelque chose qui est moins vrai. On a l'arc nord-sud donc, qui arrive sur Nice, et puis ensuite, comme vous le voyez, ces Alpes-Maritimes, elles prennent une direction plutôt ouest-est, et puis surtout, elles se prolongent par l'Apennin. Donc, lorsqu'on veut donner une définition des Alpes, ce n'est pas aussi simple, enfin, au moins dans sa limite sud-orientale, ici, c'est difficile de dire où c'est que ça s'arrête vraiment les Alpes, parce qu'il y a une continuité ici de l'orographie. Alors, je ne sais plus trop ce que j'ai mis après, mais on va peut-être garder cette diapositive. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez qu'ici, dans ce qui est figuré dans cette diapositive, on a ici les Alpes-Maritimes et ici les Alpes-Ligures. Et effectivement, on peut considérer que l'ensemble Alpes-Maritimes et Alpes-Ligures constitue un ensemble homogène du point de vue de la biodiversité. Ces questions donc, se sont posées aux botanistes lorsque Arduino, Burnat surtout et John Ball, les Anglais, ont voulu parler d'Alpes-Maritimes. Ils se sont posé la question de savoir où c'est qu'il fallait arrêter ces Alpes. Et donc, il y a plusieurs choses qui interviennent là-dessus. Il y a par exemple, il y a d'autres éléments. Il y a par exemple l'existence d'un gradient pluviométrique. C'est une donnée, c'est la pluviométrie. Lorsqu'on s'intéresse à la pluviométrie, alors avec le changement climatique, les chiffres changent un petit peu ces derniers temps. Mais globalement, il était admis qu'à Marseille, il y a environ 500 mm de précipitations annuelles. À Nice, on est au-dessus de 800, à peu près 860, c'était les anciens chiffres. Et à Gênes, on est au-dessus de 1 mètre de précipitation. Ce qui fait qu'au plus on se déplace de Marseille vers le golfe de Gênes, au plus les précipitations sont importantes. Alors, c'est quelque chose qui est pas sans conséquence sur la végétation. Par exemple, un autre élément de la végétation, c'est que Nice, donc, et la rive gauche du Var est souvent le lieu de la fin de distribution d'espèces. Il y a des espèces à distribution orientale qui viennent terminer ici leur ère de distribution au Var. Peut-être la plus... Il y en a beaucoup, mais il y a un cortège floristique, mais peut-être la plus connue et celle qui intervient le plus dans la physionomie végétale, c'est un arbre, c'est l'ostria. Quelquefois, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'ostria. C'est un arbre qui ressemble au charme et on le confond avec. Et donc cet ostria, cet arbre qui est à distribution beaucoup plus orientale, termine ici, j'allais dire, sa course en rive gauche du Var. Il passe très très peu le Var de l'autre côté. Il y a quelques stations d'Ostria carpinifolia en rive droite du Var, mais globalement, il s'arrête ici. C'est un peu comme s'il avait gardé les anciennes frontières du comté de Nice. Et lorsqu'on s'intéresse, alors c'est des choses assez intéressantes, parce que lorsqu'on s'intéresse à tout ce cortège floristique qui est à distribution orientale, on retrouve un peu les anciennes frontières du comté de Nice. Alors, voilà, je ne vais peut-être pas trop m'appesantir là-dessus. Ça a fait débat, donc, la limite. Quelle est la limite des Alpes du côté oriental, sur la Ligurie? Et en gros, les botanistes avaient retenu 3 possibilités. Il y avait John Ball, par exemple l'anglais, on en parlera tout à l'heure, avait reconnu le col de Tende. Il disait, bon, la limite des Alpes-Maritimes, ici, c'est le col de Tende. Au-delà, c'est autre chose.
Le col de San Bernardo, c'est ce qui a finalement été retenu par Émile Burnat. Et puis, il y avait une autre option, c'est le col de Cadibonne, qui est assez peu connu, aussi qui est appelé l'Altar, et qui se trouve donc immédiatement au nord-ouest de Savone. C'est quelquefois une possibilité qui consiste à dire que la fin des Alpes, c'est là, et au-delà, c'est l'Apennin. On aurait donc ici les Alpes-Maritimes, ensuite les Alpes Ligures, et ensuite, à partir du col de Cadibonne ou du San Bernard, on passe à autre chose, on passe à l'Apennin. Donc, c'est quelque chose qui se traduit dans la végétation. Je ne vais pas développer parce que sinon je serai trop long. Et effectivement, je me suis rendu il y a quelque temps au col de Cadibonne. Et les Italiens savent bien que ce qu'ils appellent la queue des Alpes, c'est bien au col de Cadibonne. Le club alpin italien a même fait installer une stèle sur laquelle on peut lire donc Boccetta di Altare, c'est-à-dire le col d'Altar. Et vous avez d'un côté, c'est les Alpes, et de l'autre côté, c'est l'Apennin. Voilà, je faisais cette introduction sur les Alpes-Maritimes, ce qui fait que finalement, il serait plus juste d'intituler une sorte de petite présentation que j'essaye de faire sur l'histoire de la botanique, ça serait plutôt une petite histoire de la botanique dans les Alpes-Maritimes et Ligures. Alors, je n'ai pas pu honorer tout à l'heure un déjeuner qui m'avait été offert aux Régences, et donc pour m'en dédouaner, je vais vous proposer d'aller au café Régence, vous savez, avenue de la Gare, là, les Niçois savent bien où ça se trouve, pour aller boire un café, et je vous propose de faire ça le dimanche 21 décembre 1902. Oui. Il y a beaucoup de monde ce jour-là au Café Régence, avenue de la Gare. Oui, je le sais parce qu'en fait, on a ici le bulletin des Alpes, le bulletin de la section des Alpes-Maritimes du Club alpin français. Alors, on va me dire, le Club alpin français, qu'est-ce que ça a à voir avec la botanique? En fait, on se rend compte que non, le Club alpin français, le CAF, là, comme on l'appelle, à cette époque-là, dès sa création et dans les décennies qui suivent, c'est plutôt une société savante, plutôt que des gens qui sont très excités à monter sur les sommets. Ils font aussi de l'escalade et des sommets, mais c'est aussi une société savante. Parmi les membres, alors ils vont produire chaque année un bulletin dans lequel il va y avoir le résumé des activités du club. Donc les nouvelles voies qui sont ouvertes, les escalades qui sont faites par Victor de Sessol, etc. Mais aussi, ils vont publier la liste des membres avec leur qualité, leur adresse quelquefois. Et puis lorsqu'il y a un banquet, là comme le banquet annuel, on a le nom des participants. Alors ça c'est intéressant parce que, bon, alors c'est pas vraiment une découverte, mais on sait que bien c'est l'aristocratie, hein, c'est surtout l'aristocratie niçoise qui est présente. Et alors voilà, pour n'en citer que, alors juste que deux, voilà peut-être Victor de Sessol évidemment. Puis j'ai juste retenu par exemple Charles Pasquetta, qui est le papa de Vincent Pasquetta, qui nous donnera les fameux guides du Mercantour qui ont été publiés dans les années 70. Et puis, il y a Antoine Risso, voilà le botaniste que nous connaissons bien. On en a parlé la semaine dernière, hein, bien sûr, Joseph Antoine Risso, 1777-1845, c'est le pharmacien bien connu. Et puis, il y a, alors c'est son arrière-petit-neveu, je ne sais pas comment dire, mais c'est, disons que le grand-père, je l'ai mis par... Ah non, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Le grand-père, l'arrière-grand-père d'Andrea Antoine Risso était le frère de Joseph Antoine. Et alors, oui, il y en a deux, et ça prête un peu à confusion si on met que les deux prénoms. Alors lui, effectivement, en 1902, il peut être présent puisqu'il meurt qu'en 26. Tiens, en 26, ça sera dans 2 ans, le centenaire de la disparition d'Antoine Risso. Ça sera peut-être l'occasion de faire quelque chose au passage. Et il est avocat, voilà. Oui. Il a la Légion d'honneur. Il habite rue Gioffredo. Et c'est un bon botaniste. Alors c'est un peu comme Montolivo, on ne le connaissait pas tant que ça. Il nous a laissé quand même un herbier de 4000 parts d'herbier déposé au Muséum de Nice. C'est un bon botaniste, c'est un herbier qui est en bon état de conservation, qui a été rénové, remis en état enfin, à la Villa Thuré, et sur lequel nous travaillons avec mon ami Marc Tessier, qui est quelque part dans la salle, depuis quelques années. Et donc, c'est un travail très intéressant. On est en train de l'achever. On pense qu'on va publier, je ne sais pas si j'ai c'est l'autre diapositive, on va publier en 2024, l'an prochain, on va publier le c'est pas fini. On a dépouillé, maintenant il va falloir rédiger, et c'est encore autre chose. Et alors, vous voyez, un herbier, vous avez les plantes qui sont ramassées, puis il y a les étiquettes.
Et les étiquettes permettent de voir, il y a écrit, en zoomé sur une, par exemple, sur une étiquette, vous avez par exemple le nom de la plante, la Circé de Paris, ici, c'est écrit en latin, c'est une énothéracée, et puis sinon, il y a l'endroit où on l'a trouvé, voilà, Nice, quartier de l'Impera, contre un mur de clôture, baigné par un petit ruisseau, voilà, exemplaire unique, 27 août 1862. Voilà, j'ai choisi une étiquette au hasard. Oh ben, écoutez, c'est le hasard, vraiment, je n'ai pas fait exprès. L'Impera, c'est justement le boulevard du Bouchage. C'était une plante qui a été ramassée donc ici en 1862, voyez, du boulevard du Bouchage. Il y avait un petit ruisseau qui baignait une clôture, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, alors, j'espère publier l'an prochain. Donc, je vous conseille la revue du Muséum d'histoire naturelle de Nice, une excellente revue. Il y a surtout des auteurs excellents qui publient dans cette revue, quoi. Bon, on va revenir un peu aux choses sérieuses. Alors, j'en reviens à mon banquet annuel. Je suis retourné le 21 décembre 1902, à 7 h du soir, il y a le banquet. Et puis, parmi les gens qu'il y a dans l'Assemblée, Jean Sauvant, président de l'Artistique, ça alors... Vraiment, quel hasard. J'imagine Jean Sauvant demandant à Antoine Risso, « Oh, monsieur Risso, vous ne feriez pas une conférence à l'Artistique, par exemple, sur la botanique en 1902 ?» Je crois qu'Antoine Risso serait vraiment ravi de faire ça et il remercierait Jean-Marc Giomme de nous avoir invités ce jour ici. Bon, voilà, je suis tombé là-dessus, c'est comme ça, quoi. C'est assez curieux quand même, presque 120 ans après, on se retrouve dans une situation un peu similaire. Encore merci à Jean-Marc Giomme. Voilà, alors je vous propose de continuer, de voir un peu ces botanistes, après avoir parlé de cet Antoine Risso qui est peu connu, hein, finalement. On espère qu'on va le faire connaître un peu plus. Collection du Muséum d'histoire naturelle. Alors je vais faire ça très rapidement parce que ça a déjà été dit, mais en tant que président des Amis du musée, je ne peux pas ne pas parler du muséum. Voilà, on a vu, ça a un peu augmenté. Je crois que l'an dernier, dans la semaine dernière, c'était 1 million, mais là on a 1 200 000. On n'est pas à 200 000 objets de plus. Voilà, les oiseaux, les papillons, les coléoptères, les herbiers, hein, parce que quand même, c'est ce qui nous intéresse en tant que botaniste, à peu près. Voilà, des parts d'herbiers, des choses qui ont disparu ou plus ou moins, etc. Je ne vais pas m'apesantir trop. Ah, les coulisses sont magnifiques, hein, du musée. On ne peut pas le visiter facilement, mais c'est absolument magnifique. L'école naturaliste niçoise, là aussi je vais aller très vite parce qu'il y a des choses qui ont été dites. On n'avait peut-être pas évoqué, je pense, l'herbier le plus ancien que nous possédons, hein, qui est dû à Augustin Balboussière-Chartroux, voilà, 1729-1813, et qui a été le maître à penser d'Antoine Risso l'Ancien, si je puis dire. Son herbier, qui n'est pas en trop bon état, mais peut-être qu'il y aura un travail à faire dessus. Hein. Il manque pas. Et puis aussi très rapidement, Antoine Risso, voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, botaniste, pharmacien, qui a été l'élève de Chartroux. Peut-être juste, je rappelle la publication que le musée a fait pour le centenaire de la naissance en 77 et dans laquelle nous avions une belle signature puisque c'était Théodore Baudot qui avait signé cet article. Et puis, peut-être quelque chose qui n'a pas été évoqué, parce que c'est un peu un des aspects que je développe ici. Il était réputé bon alpiniste, et effectivement, à son époque, il avait monté la Roche de la Bisse par le Pépoury, le Kergros, là, au-dessus de Val-de-Blore, le Tourneret, etc., Castelginest, le Mounier, ils appellent ça, voilà. Hein. Et aussi, c'est pas toujours très connu, mais Victor de Sessol lui a dédié une cime, la Roche Risso, qui n'est pas très facile à escalader, apparemment, quand même. Je n'ai pas essayé, mais il faudrait que j'aille voir faire un tour du côté de la Roche-Risso. Voilà. Et qui est une cime, pour ceux qui connaissent un peu l'arrière-pays, le Mercantour, qui est sur la gauche lorsqu'on monte au balcon du Gélas. Il y a toute une crête là qui sépare le lac long du bassin du Gélas. Et la Roche-Risso se trouve à cet endroit. Une belle cime, 2949 mètres quand même. Voilà, je vais vite. Vérani, je le cite à peine aussi, hein, parce qu'il n'est pas très bien aimé. On en parlait tout à l'heure, quelquefois, mais il est quand même un des membres fondateurs du musée. Et puis Barla, voilà aussi, là je vais assez vite sur Barla, qui nous a légué, je crois, 4 herbiers. J'avais travaillé sur un des herbiers pour effectivement la publication que l'on avait fait en 96. Bon, peut-être 2 mots de Barla. Ce qui n'a pas été dit l'autre fois, c'est que ce monsieur, il n'a pas trop de chance dans sa vie privée parce que sa femme va décéder lorsqu'elle met sa seule fille au monde. Et la seule fille qu'il a va décéder jeune. Et donc, il va se retrouver assez en peine et il va consacrer effectivement sa vie et sa fortune et son savoir à faire des études naturalistes, à s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, quoi.
Le pont Barla, qui est aujourd'hui disparu, enfin, parce que le baillon a été couvert, et la stèle qui va avec, puisque ce pont Barla avait été, donc la mairie avait honoré Jean-Baptiste Barla en lui consacrant un pont, et ce pont avait été inauguré par la reine Victoria en 1899. Voilà. Alors, pour notre ami Barla, il a beaucoup de relations, et parmi ces relations, il a un botaniste très célèbre, italien, enfin, je ne sais pas si c'est italien, parce qu'à partir de 60, et, qui est à Florence. Et donc, il va lui envoyer, il y a le vapeur qui fait Nice-Livourne régulièrement. Donc, il met des colis dans le vapeur qui va à Livourne, ensuite qui va à Florence. Il lui envoie des échantillons de plantes, notamment des orchidées, notamment cette belle orchidée qui est une endémique provençaux-ligure, c'est-à-dire qu'on trouve en Provence et puis qui passe en Italie aussi, que nous trouvons dans les environs de Nice. Et Parlatore, pour le remercier, va lui dédier un genre, ce qu'on appelle donc le Barlia. Il va s'appeler Barlia. Il a latinisé le nom de Jean-Baptiste Barla. Barlia longibracteata. Donc on a une orchidée qui porte son nom. Alors pas tout à fait. On nous demande souvent, mais travailler sur les herbiers anciens, ça veut dire quoi? Les amis nous demandent, qu'est-ce que tu fais sur les herbiers anciens? Alors, une des tâches de travail sur ces herbiers anciens, c'est de vérifier la taxonomie. Voilà, vérification taxonomique, c'est-à-dire, c'est un peu technique, un peu compliqué. Je crois que lorsque j'étais étudiant, je pensais qu'on avait mis un nom sur toutes les plantes, sur tous les animaux, mais ce n'est pas du tout ça. Même aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. Ça paraît simple pourtant. Mais... Donc, la taxonomie, c'est la science qui essaye de faire ça, de mettre un nom sur chaque plante, sur chaque animal, de manière sûre. Et par exemple, ce n'est pas toujours simple. Par exemple, en ce qui concerne cette orchidée-là, voilà tous les noms qu'on peut lui attribuer. Oui, c'est pas vraiment très simple. Quelquefois, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que quelquefois, on pourrait permuter l'image et la liste des noms, c'est-à-dire qu'on a quelquefois un seul nom et puis il y a plein de plantes différentes qui lui correspondent. Et puis là, on est dans la situation où c'est comme ça. Alors, là encore une fois, je ne vais pas m'apesantir quelles sont les raisons de cette situation, mais aujourd'hui, le Barlia, si on veut être rigoureux, il s'appelle Emantoglossum robertianum, vous voyez, c'est du latin. Bon, mais à Nice, finalement, on préfère l'appeler... Dans le comté de Nice, on garde quand même Barlia longibracteata parce qu'on trouve que c'est bien mérité, quoi. Ah, Montolivo. Celui-là, je l'aime bien parce que j'ai travaillé 4 ans sur son herbier et puis j'ai fini par le connaître. L'abbé Montolivo. C'est le seul portrait que nous ayons de lui et je crois il le résume bien. Il a un petit sourire parce qu'il a de l'humour, Montolivo, quand même. On verra là, dans les lettres qu'il écrit à Burnat, et puis c'est un excellent taxonomiste. Il nous a laissé un herbier qui est très pointu, vraiment très très bien. Il est peu connu parce qu'en fait il n'a pas publié. Il avait son herbier, il était très bien, mais comme il n'a pas publié, finalement il n'est pas resté grand. Il a eu l'intention apparemment, il a eu l'intention de faire quelque chose, et puis il était très occupé à un tas de choses. Alors il est très connu parce qu'il était le bibliothécaire de la ville de Nice. Donc voilà, à partir de 1835, et puis il a rédigé, on lui avait demandé de tenir la bibliothèque, et puis de rédiger une chronique niçoise. Donc journellement, il écrivait ce qui se passait à Nice. C'est comme ça qu'on sait, en allant à la date de décès de Vérani, que finalement Vérani n'était pas très apprécié, parce que ce jour-là, les commentaires ne sont pas fameux, quoi. Mais il était très peu connu comme botaniste, parce qu'encore une fois, il n'avait pas publié. Alors, il y a quelques années de ça, sur la suggestion d'Olivier, on travaillait sur l'herbier Montolivo. Et c'est un herbier qui s'est révélé, donc 2000 parts d'herbier, ça m'a pris 4 ans quand même. Alors, je ne vais pas très très vite, parce que je fais ça pro bono. Mais bon, puis c'est fastidieux quand même. Je veux dire, quand on a passé une journée à regarder plein. Mais alors c'est un herbier très intéressant parce que, vous voyez, les dates de Montolivo, c'est 1909, 1881, il est en plein 19e. Et donc son herbier qu'il a récolté dans les environs de Nice eh bien, est le reflet de la biodiversité niçoise à cette époque-là, en plein 19e. Il verra la construction, vous voyez, avant, à sa naissance, le seul pont qui enjambe le Paillon, c'est le pont médiéval. Et il verra la construction du pont neuf. Et nous avons des parts d'herbier collectées par Justin Montolivo qui sont là, ramassées dans le Paillon, le long du pont neuf. Alors, quoi dire? Des choses intéressantes, par exemple, dans son herbier, c'est un petit peu technique. Carex limosa, c'est une lèche. Les carex, ce n'est pas des belles fleurs, des orchidées qui ont toutes les couleurs, mais par contre,
l'écologie est intéressante parce que ce sont des végétaux qui sont assez pointus du point de vue de l'écologie. Donc les botanistes ne les maîtrisent pas, au contraire. Moi, j'aime bien les carex. Et par exemple, le carex limosa, vous voyez, ramassé ici à Saint-Martin-l'Antosque, c'est-à-dire à Saint-Martin-Vésubie, il n'a jamais été retrouvé. D'autres végétaux. Oui, par exemple, une anecdote, encore un carex qui est rendu célèbre par les fameux vallons obscurs de Nice, là, où il est réparti. C'est encore quelque chose qui va alimenter ce que j'appelle, moi, l'irrédentisme végétal, si je puis dire. C'est un carex qui est à distribution complètement orientale, et qui, chez nous, il y a quelques endroits où on peut le trouver. Alors, on peut le trouver dans les vallons obscurs de Nice. Il y a un petit pointage sur Menton. Il y a, je crois, un pointage en Italie, peut-être une bricole en Corse. Mais c'est très rare. Après, il faut aller dans le Caucase pour le rencontrer. Voyez. Donc, c'est une plante assez intéressante. Et elle avait été trouvée par Gabriel Vialon en 1901. Et puis, il y a eu une publication là-dessus. Et puis, nous, lorsqu'on passe dans l'herbier Montolivo, qui meurt en 81 quand même, eh bien, on en trouve une part d'herbier. Donc, en fait, c'est Montolivo qui l'avait trouvé le premier. Voilà. Et puis d'autres plantes. Voilà. Je ne vais pas être trop long. Encore une fois, une excellente revue, Biocosme, dans laquelle on a publié nos travaux sur Justin Montolivo. Je vous la conseille. Un autre aspect de notre ami Montolivo, c'est un érudit qui participe donc à beaucoup d'activités culturelles. Il est vraiment très, très agité. Par exemple, il va être membre du premier cercle. Vous savez, au début du 19e, là, il y a les cercles qui se mettent en place, c'est-à-dire c'est une assemblée d'érudits qui essayent de faire des choses pour les arts, pour les sciences, etc. Le premier cercle qui existe à Nice, il se crée en 1825, c'est le cercle philharmonique. Eh bien, on trouve Montolivo dans le cercle philharmonique. Ou encore, il y a deux événements importants qui se passent en 66 et 78 à Nice. C'est le congrès, c'est un congrès, les congrès scientifiques. Ça valorise beaucoup la ville. Il y a des réceptions en mairie. Et puis ça veut dire que il y a les savants, les physiciens, les mathématiciens, etc. viennent sur Nice. Ça dure un certain nombre de jours. On va trouver parmi les organisateurs Rastoin Brémond, qui fait de la botanique aussi, Carlone, voilà, je ne vous présenterai pas, et l'abbé Montolivo, il fait partie des organisateurs. Ou encore la Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes, qui existe encore de nos jours, voilà, et dans laquelle on va retrouver aussi l'abbé Montolivo, qui va faire partie des membres créateurs. Et puis, n'apparaît pas ici Vérani, qui a été... Mais parce qu'il décède, en fait, il décède en 65, Vérani. Et là, ça voit le jour qu'en 62, tout à fait au début, Vérani était donc trésorier. Alors, on a de la chance parce que Montolivo, s'il n'a pas publié, il a écrit. Et à cette époque-là, alors je ne sais pas comment il faut dire, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas d'Internet, ils écrivaient sur du papier avec de l'encre, et le papier et l'encre, ça a été conservé. Et donc, nous avons les 42 lettres qui ont été adressées par Montolivo à Émile Burnat, qui est un éminent botaniste suisse. Et donc, le conservatoire et jardin botanique de la ville de Genève nous les ont scannés. Voilà, ils nous ont envoyé la totalité des 42 lettres. Et ça nous a permis de connaître un peu l'intimité de notre ami Montolivo. Alors, il y a des choses étonnantes. J'ai même un peu questionné les amis historiens là-dessus parce que ça me surprenait un peu. Par exemple, 1873, 21 août, il a ses cousins là, qui sont à Saint-Martin-Vésubie. Alors, il écrit à Burnat, « Vendredi passé, j'ai été au courrier pour prendre une place pour le soir pour Saint-Martin. Tout était retenu. Que cela ne fasse. Je suis parti à pied, j'ai voyagé toute la nuit et je suis arrivé à l'hôtel au grand contentement de mes 16 cousins et cousines qui se trouvent en ce moment. C'est pas complet pour monter à Saint-Martin-Vésubie, c'est pas un problème. Il marche toute la nuit et puis le matin il est à Saint-Martin-Vésubie. Ah oui, il marche. Il a un jardin à Aise et donc dans les lettres il nous explique. Il va à Aise à pied comme on traverse la rue. Il va cultiver son jardin, il revient, il retourne le soir. Enfin, c'est 16 cousins et cousines parce qu'il était, je crois, l'aîné de 10 enfants. Ou encore un certain humour. Je suis forcé de renvoyer cette partie de plaisir à la semaine prochaine car être à la campagne avec ce temps n'est pas agréable. Je ne sais pas ce que nous allons devenir, mais nous finirons par nous changer en poisson. Bon. Il va recevoir des membres, des scientifiques éminents. On en a parlé la semaine dernière, par exemple Carl Vogt qui va venir lui rendre visite. Et puis, il est assez en forme. 4 janvier 81, il va décéder le mois d'après. Et donc, il écrit à Burnat, « Grâce au ciel, je me suis débarrassé de mes rhumatismes.
Je marche comme un jeune homme, je vais et viens à pied dès à Nice sans être fatigué. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Bon, voilà. Alors, j'ai trouvé des traces de l'abbé Montolivo aussi, dans autre chose, et je dois rendre hommage ici, j'allais dire, aux petites mains qui mettent en ligne les archives départementales, parce que c'est un travail de fourmi, et ensuite, nous, chercheurs, lorsqu'on a besoin de choses, on va aller dedans, et si le travail de fourmi, c'est-à-dire de mise en ligne, de référence, n'a pas été fait, eh ben, on ne trouve pas grand-chose. Mais là, grâce à eux, on a pu trouver des choses assez intéressantes. Alors, un tout petit rappel historique. Moi, je ne suis pas du tout historien et éventuellement, on me corrigera, mais il y a autour de 48-50, là, il y a deux événements un peu importants. Il y a le printemps des peuples en 1848. Ça correspond à des mouvements sociaux assez importants dans l'Europe entière. Et puis, il y a le coup d'État de Napoléon III qui reprend le pouvoir en décembre 51. Alors, on a retrouvé donc, dans les archives départementales une lettre de la police, en fait. C'est-à-dire qu'en 1953, le Var, c'est la frontière. La rive droite du Var, il y a un poste de douane et c'est la France. Et donc, il y a la police française. Et donc, on a ce rapport. Alors, donc de 1953, Monsieur le ministre de la Police, je dois vous rendre compte du passage récent à Saint-Laurent-du-Var de l'abbé Montolivo, l'un des bibliothécaires de la ville de Nice qui se rend à Lyon, à Paris, dans un but apparemment scientifique. Mais on n'en est pas sûr. Cet ecclésiastique malfamé, mais signalé comme un révolutionnaire des plus ardents, il a fait l'objet d'un rapport du commissaire de la police du Var, qui lui avait envoyé son précédent, et on a retrouvé le rapport. Alors, voilà, c'est assez intéressant, c'est un petit peu long, mais c'est assez... Août 52, donc. J'ai su que, dans des conciliabules fréquents qui se tiennent au Vallon du Magnan, chez un certain Vallauzy, fougueux républicain, on a fait le dénombrement des réfugiés et de leurs adhérents nissards qu'un certain Montolivo, prêtre indigne, crapuleux, que je crois interdit, ce qui ne l'empêche pas d'être un des bibliothécaires appointés de la ville de Nice. Donc Montolivo qui présidait ces conciliabules, que c'est chez lui qu'est déposé le contrôle, dit-on, des conspirateurs. Ce Montolivo, véritable énergumène, s'est rendu tristement célèbre par sa coopération à toutes les intrigues et par sa participation au fameux banquet que les républicains, tenez-vous bien, rouges de Nice ont fait en 1849 pour célébrer le renversement du gouvernement Robin et la fuite du pape. Et oui, parce que le mouvement de 48, ça a secoué un peu à Rome et donc le pape a dû prendre la fuite. En passant, en 48, à Rome, il y avait aussi un Niçois qui a participé à la fuite du pape qui s'appelait Garibaldi. Et on m'assure même que ce misérable, qui se garde bien de se présenter maintenant à Saint-Laurent-du-Var, où il serait sévèrement fouillé, passe fréquemment le Var à Gué, pénètre clandestinement en France, entre Gatière et Saint-Jeannet, et arrive jusqu'à Vence pour suivre les intérêts du parti et introduire de la correspondance. Voilà, Montolivo est quelqu'un d'assez subversif sur ce point. Et alors, je terminerai ou presque, disons, l'abbé alpiniste, parce que c'est un marcheur extraordinaire, mais il est aussi alpiniste, et donc, eh bien, dans le guide Pasquetta, Vincent, cette fois-ci, c'est-à-dire le fils du père que nous avons vu tout à l'heure au banquet de 1902, il y a la baisse Montolivo et la cime Montolivo, qui est photographiée ici par Victor de Sessol, bien sûr, cliché de 1918. Et donc, c'est en haute Gordelasque, pour ceux qui font de la randonnée, hein, après le refuge de Nice, en montant à droite, là, il y a la cime Montolivo, qui est un peu plus accessible, mais quand même, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà, je crois que j'ai un deuxième cliché, oui, par Victor de Sessol. Pour terminer sur Montolivo, il habitait la maison Astrado, parce qu'en fait, sa mère va décéder rapidement et son père va se remarier. Avec les Astrado, c'est une famille niçoise, une riche famille niçoise, donc il va habiter ce qui était donc le 7 place Cassini, maison Astrado, et peut-être qu'on peut imaginer qu'un jour on aura une plaque qui sera, voilà, qui indiquera que notre ami donc Montolivo a habité là. Et puis la ville de Nice lui a bien sûr dédié une rue. Et puis voilà, ça c'est le summum de sa célébrité, c'est-à-dire que Reichenbach. Reichenbach est un Allemand, donc il va venir faire de la botanique ici dans la région niçoise. Montolivo connaît très bien la région, il va le guider, et donc Reichenbach va lui dédier une orchidée qui, elle, est toujours valable. Cette fois-ci, on a la publication à gauche, Montolivae, il fait un genre. C'est une orchidée qui vient de, je ne sais plus très bien, d'Afrique du Sud, dont on a dit, c'était d'Éthiopie, quoi. C'est pas trop la région, mais bon, il y a un genre d'orchidée qui porte le nom de Montolivo.
Bon, voilà pour Montolivo. Je me suis très attendu là-dessus. Je vais aller très vite aussi sur Honoré Ardoino, là, qui a donc publié une des premières flores de la région, Ardoino, et qui a fait découvrir une potentille endémique de la Roya. Voilà, je vais très vite. Et puis les Suisses. Alors, rapidement, là aussi, de Candolle. Hein, on est 1778-41, là on est contemporain de Risseau l'Ancien, cette fois-ci, qui va venir herboriser dans la région. Et puis, voilà, je vais m'étendre un petit peu plus sur Émile Burnat, 1828-1920. C'est lui qui va faire un travail monumental, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'étude de la biodiversité végétale des Alpes-Maritimes et Ligures. Alpes-Maritimes et Ligures. Voilà, une Argelef, c'est 200 000 parts. Hein. Alors, oui, c'est monumental, c'est vraiment massif, quoi. Il a fait des campagnes d'herborisation, on doit avoir les dates à un moment donné, non, c'est peut-être un peu plus loin. C'est plusieurs décennies de campagnes d'herborisation. Peut-être un mot de Burnat, il est d'une famille industrielle, et donc ils sont dans la filature. DMC, ça vous dit peut-être quelque chose, voilà, c'est donc la famille Burnat, DMC, et ils ont des usines à Mulhouse, et donc il est richissime, et c'est curieux, dans les botanistes, on trouve à ces époques-là des gens qui sont richissimes, et qui, à un moment donné, vont utiliser, on le verra avec les Anglais aussi tout à l'heure, qui vont utiliser leur savoir, leur fortune et leur connaissance pour faire quelque chose de complètement désintéressé. C'est le cas de Burnat. Hein. Il a 40 ans, il s'arrête, il dit, bon, moi j'ai assez d'argent, il est riche, hein, je vais faire autre chose. Alors il reste encore un peu dans l'industrie quand même. Il a fait Centrale quand même, c'est un ingénieur de Centrale, hein, dans les premières sessions de Centrale. Et donc, il reste encore 2 ans dans l'usine de son oncle, en fait. Et puis, il va consacrer ensuite entièrement sa connaissance, parce que c'est quelqu'un qui est très bien doté, hein, école centrale, son argent et son temps à faire l'étude de ce qu'on appelle la biodiversité dans la région niçoise. Heureusement, c'est tombé sur nous. Alors, non, c'est dans l'autre sens que ça va. Je dois rendre hommage ici, je vais le dire à mes maîtres, hein, Robert Salanon et André Charpin, parce que lorsqu'il il va herboriser jusqu'en 1914, la guerre de 14 va arrêter les activités de Burnat, parce que c'est la guerre, voilà, et puis il commence à être vraiment âgé quand même. Hein. Et donc il y a une partie de son travail qui n'avait pas été dépouillée, et donc Robert Salanon et André Charpin, en 82, ont dépouillé la partie de l'herbier de Burnat qui était à Genève, ils sont allés travailler sur Genève, et donc ils ont mis à disposition des scientifiques et des chercheurs la totalité du travail de Burnat. Voilà, ça a été publié dans Boissiera. Et alors, la difficulté, c'est que quand vous voulez, si vous voulez herboriser dans le Mercantour, en 1902, par exemple, c'est pas très simple quand même, parce que les infrastructures, les routes, etc. Et puis surtout, par exemple, si vous êtes à Saint-Étienne-de-Tinée et que vous voulez aller herboriser au Rabions, le matin, vous avez 1400 mètres de dénivellation à faire. Et le soir, c'est dans l'autre sens. Et le lendemain matin, vous avez un peu mal, même si vous marchez bien. Donc rapidement, Burnat se rend compte qu'il ne peut pas travailler comme ça et qu'il va falloir qu'il s'organise. Alors au début, il fait ça avec son cocher, il nous raconte, parce qu'il a tenu un journal. Hein. Donc, et puis petit à petit, il s'organise. Et puis voilà, en 1902, là, c'est pas la fin, mais c'est presque la fin. Il est vraiment organisé. Il herborise, il fait des sessions d'herborisation de plusieurs semaines, pendant plusieurs années, avec des caravanes, 10, 11 mulets, des tentes de l'armée améliorées avec des bavettes, etc. C'est vraiment... Il fait ça de manière systématique. Aujourd'hui, on ferait ça avec un GPS. Hein, et lui, c'est simple, il prend une carte, il passe partout. Alors, regardez sur cette carte, ce qui est intéressant, on en parlait en début de conférence, là, tout à l'heure, c'est que... Alors, la carte de Burnat, alors 2 choses intéressantes, c'est que, d'abord, elle est à l'envers. C'est la Côte d'Azur vue depuis la Suisse. Alors, dans les publications suivantes, il la remettra à l'endroit. Mais la première fois, il est fait à l'envers. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, ça, c'est la frontière. Et vous voyez qu'il s'intéresse aux Alpes-Maritimes et aux Alpes-Ligures. Et il explore aussi le versant nord. C'est-à-dire qu'il considère que ceci est un ensemble biogéographique cohérent. Si on veut faire une étude cohérente de ce qu'il voit, c'est ça le domaine d'étude. Les Alpes-Maritimes,
les Alpes Ligures et également le versant nord. Alors on va zoomer parce que là, à cette échelle-là, on ne voit pas très bien, mais quand on zoome, voilà, le tracé, il passe partout. Vous voyez, c'est un maillage, il y a les endroits où il campe. Ah oui, c'est un acharné, hein. C'est pas un amateur. Hein. Je ne sais plus ce qui vient après. Alors voilà, cette volume de Burnat, et 92-17, voilà, il publie en 17, il s'arrête en 14, il publie en 17. Quelques photos d'époque. C'est des plaques qui nous ont été envoyées par le conservatoire botanique. Commandant Saint-Yves et Saxifraga florulenta, le fameux saxifrage. Le commandant Saint-Yves, à cette époque-là, il y a dans les botanistes, il y a les curés, comme on a vu, parce qu'ils ont du temps, ils ont du savoir. Il y a des érudits qui ont de l'argent, et puis il y a aussi les militaires, parce qu'ils ont aussi du temps et puis ils ont aussi du savoir. Donc le commandant Saint-Yves, qui sera un très proche collaborateur d'Émile Burnat. Une photo avec donc Émile Burnat et son célèbre chapeau colonial. Ici, ils sont au pied du Mounier, 1902, je crois que c'est aussi. Et puis un peu une anecdote aussi. C'est Burnat qui il utilise les cartes de l'époque, et les cartes de l'époque ont certaines erreurs. Et donc, comme il est assez méthodique, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, notamment en ce qui concerne la cime Mercantour. La cime Mercantour qui est au-dessus du Boréon, pour ceux qui connaissent l'arrière-pays, hein, et qui était présumée être la cime la plus haute de l'argent Mercantour, et ce n'est pas le cas. Alors, il dit carrément, hein, c'est une montagne à biffer, hein, il faut la supprimer de la carte, ce n'est pas ça du tout. Voilà, j'ai fait une petite démonstration. La carte qu'il utilise à l'époque, c'est celle-ci. La carte que vous avez ici à l'écran, c'est la carte de Victor de Sessol, donc qui est déposée à la bibliothèque de Sessol, datée de 1885, elle n'est toujours pas corrigée. On va la comparer. Voilà, à gauche, il y a la carte qu'utilisait Burnat, donc ancienne, et à droite, c'est une carte récente. Et j'ai porté sur ces deux cartes deux sommets qui sont faciles à reconnaître, enfin disons que l'on peut facilement repérer, qui sont cette fameuse cime Mercantour qui est au-dessus du Boréon, et un autre mont qui est en Italie, le mont Mato. Alors, vous voyez, est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marche. Voilà le mont Mato, donc d'un côté, et puis le bon... alors, on les retrouve sur une carte moderne. Le Mercantour est bien ici aussi. Le Mato est ici et ici aussi, voilà. Et puis, sur une carte moderne, on a porté la plus haute cime de l'Argentera Mercantour, qui culmine presque à 3300 mètres, donc qui est l'Argentera, qui est là, et qui est complètement inexistante sur la carte qu'ils avaient. Elle n'existe pas. Il n'y a rien. Donc voilà ce que fait Burnat. Il montre que les cartes sont fausses, quoi. Ici, c'est la même carte, mais vue de plus près et corrigée de la main de Victor de Sessol. Il avait corrigé l'altitude, c'était pas ça, quoi. Alors, Victor de Sessol, pour rendre honneur à Émile Burnat, il va lui consacrer une cime. Je vais un petit peu vite, mais ils vont inaugurer en 1907, et c'est une cime qui, je vais peut-être aller, voilà, cime Burnat, cliché Sessol, qui date de 1903. Et puis, 2 ans après, il y a toute l'équipe Burnat qui va monter. C'est une cime qui se trouve au Rabions, au fond du Rabions, là, lorsqu'on va vers le Ténibre. Et donc, qui est la cime Burnat, qui est une cime qui est entre l'Italie et la France, et qui est dédiée donc à Émile Burnat par Victor de Sessol. Une photo d'époque aussi, François Cavillier, c'est un des collaborateurs de Burnat et qui fait pas mal d'alpinisme. On le voit ici dans une situation assez acrobatique. Et puis, avec Briquet, donc d'autres collaborateurs, Cavillier et Saint-Yves, ils ont inauguré une première qui figure dans le guide Pasquetta. Les Anglais. Voilà, alors John Ball. Je ne vais pas faire trop long, je regarde un peu le temps, je ne voudrais pas être trop long, 40 ça va. Les Anglais, John Ball, c'est le fondateur de l'Alpine Club, homme politique, en 57. L'Alpine Club est fondé en 57. Le club alpin français est fondé en 74. Vous voyez, les Anglais étaient vraiment passionnés par la montagne et ils vont fonder un club alpin avant nous. Et le club alpin anglais fait un peu pareil, l'Alpine Club, ils vont éditer une revue dans laquelle... alors, John Ball est aussi botaniste, voilà, hein, il publie dans la Société botanique de France, hein, et puis il va en publier dans l'Alpine Journal, qui sont des guides, un peu des guides touristiques alpinistes. Et on a par exemple ici le guide de Western Alpes, dans lequel il y a un passage qui est consacré à Tende. Ah, je suis allé trop loin. Je vais voir un peu. Voilà.
C'est le bon bouton là, cette fois-ci. Tende, voilà, en anglais bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un journal donc d'alpinisme, mais vous voyez, lorsqu'il passe à Tende, il y a des indications de flore, Silene cordifolia, Asperula hexaphylla, Saxifraga, etc. On trouve dans ces ouvrages d'alpinisme de l'époque des indications botaniques assez précises. Ils avaient un différent... non, je vais passer ça. Saint-Robert a publié quelque chose dans l'Alpine Journal. On va aller un petit peu plus vite. Oui, donc juste peut-être cette chose-là. John Ball, il a bien une montagne qui lui est consacrée, mais c'est dans les Rocheuses au Canada. Et puis les Anglais toujours, alors cette fois-ci, c'est Clarence Bicknell qui fait partie de l'aristocratie anglaise qui s'installe dans la Riviera italienne. Il n'y a pas que lui, il y a Moggridge, il y en a d'autres, je n'ai pas le temps de... Voilà. Mais il a la villa à Bordiguières et donc il va herboriser. Nous sommes allés avec les amis du Muséum d'histoire naturelle de Nice, donc je fais un peu de prosélytisme pour mon association au passage, visiter l'an dernier donc, la maison de Bicknell et sa bibliothèque. Voilà, et puis de ce que j'y suis, j'ai mis ça au milieu. Si certains d'entre vous veulent rejoindre les amis du muséum, vous pouvez facilement nous trouver en tapant simplement amis du muséum d'histoire naturelle sur un moteur de recherche, ou plus simplement amis du musée Barla, et puis vous trouverez une page qui nous est consacrée. Et sinon, je crois que notre trésorier vous attendra à la sortie si vous voulez adhérer. On a prévu. Voilà. Bon, c'est de bonne guerre. Alors, je reviens à Bicknell. Il fait de très belles aquarelles, Bicknell. C'est pas faux ça, mais c'est quand même très très chouette. Hein, voilà. Et puis, alors la même chose que Burnand, hein, c'est-à-dire que si tous les jours il part de Bordiguières pour aller dans la Fontanale, pour aller arboriser, redescendre, c'est compliqué. Alors finalement, il se fait construire une maison, il a les moyens. Hein. Lui aussi, c'est un peu comme Burnand. Il a les moyens, il se fait construire la Casa Fontanalba, et puis il va séjourner vers Castérine, donc, pour pouvoir herboriser. Et puis aussi, c'est lui, alors il faut lui rendre hommage, hein, le premier, entre guillemets, découvreur, et qui a mis en valeur les gravures, c'est Bicknell, l'anglais. Fritz Mader va intervenir auprès du club alpin. Il va avoir aussi une cime, il y a la cime Bicknell qui se trouve au-dessus de Castérine, lorsqu'on monte vers le lac des Grenouilles. Voilà, je ne vais pas être trop long. Les Allemands, alors, il y en a bien sûr, il y a Reichenbach qui va venir passer quelque temps ici avec Risso. Nombreux voyages de Reichenbach. Il va faire connaître, par exemple, une plante qui est au bord du Var de Nice. C'est à Reichenbach qu'on doit sa découverte. Rapidement. Et puis Fritz Mader, donc, qui est un Allemand qui va faire de la botanique, qui a publié un certain nombre de choses de botanique, dont les parents ont la maison étudiée au lycée de Nice, hein, et sinon ils ont la maison Alpina, dont on a ici une photographie, et qui est aujourd'hui la mairie de Tende. Voilà, Fritz Mader. Je ne m'étends pas trop, mais Fritz Mader, le club alpin italien, lui a également consacré une cime. C'est une cime qui se trouve aux confins du Marguarès, pour ceux qui connaissent la région en rive gauche de la Roya. Voilà. Alors, de l'autre côté des Alpes, je mets de l'autre côté des Alpes, je ne peux pas dire, c'est pas l'Italie encore, ça dépend à quel moment cela. Donc, de l'autre côté des Alpes, il y a le Saint-Robert, voilà. Donc, le comte Paolo Balada de Saint-Robert, c'est un militaire. Vous voyez, avec Saint-Yves, on était dans les militaires, on est encore dans les militaires ici. Un militaire mathématicien, et il va s'intéresser notamment au problème de balistique. Le problème de la balistique, c'est que les boulets, ça ne tourne pas très rond finalement, et quand on les envoie, ça n'a pas une trajectoire qui est très cohérente. Après, on fera des obus, parce que ça tourne. Il y a un phénomène de centrifuge, donc qui leur permet d'être plus stable. Donc il essaye des cannelures, tout ça, bon, ça ne marche pas très bien, mais quand même, quoi. Et puis, il va publier, il fait de la botanique aussi, hein. Voilà, il va publier dans la Société botanique de France, Saint-Robert, et on a les herbiers de Saint-Robert qui sont déposés à Turin avec un saxifrage. À l'époque, on pouvait les arracher, c'était pas interdit. Et puis, ce Saint-Robert, c'est aussi un alpiniste parce qu'il va participer alors à la deuxième ascension du mont Viso. C'est important pour l'époque parce qu'on est en 1863, l'Italie toute jeune, 1860. Le premier alpiniste qui a gravi le mont Viso, c'est un Anglais. Alors, ils aimeraient bien que ce soit un Italien. Donc, le comte Paolo de Saint-Robert, avec son frère, Quinto Sella et Giovanni Baracco, vont faire la deuxième ascension du mont Viso, et ça aura un retentissement important. C'est ce qui sera l'origine de la création du club alpin italien, dans une lettre.
Et Saint-Robert, lorsqu'il va se retirer à Castagnol del Lanza, c'est-à-dire dans le Piémont, là, de l'autre côté, pas très loin finalement des Alpes Ligures, hein, il va se faire construire une tour parce que ça lui permettra d'avoir un beau panorama sur le Viso. C'est la vue du Viso que l'on a depuis le domaine Padan, quoi. Bon, alors, il y a une cime Saint-Robert. Voilà, une cime Saint-Robert qui est, on a le Mont Gélas ici. Ça, c'est la combe qui descend lorsqu'on est à la Madone des Fenêtres. Et la cime Saint-Robert, elle est ici, caractérisée par son clapier suspendu qui est enneigé ici. Sa voie normale, où il y a eu des accidents quelquefois. Et puis les fameuses arêtes du Saint-Robert qui se gravissent à partir d'ici, du collet du Saint-Robert. L'arête ouest du Gélas, le sommet du Gélas, cime du Saint-Robert. Alors, on lui a dédié une cime, je crois, peut-être pas parce qu'il était botaniste, mais parce qu'il était aussi alpiniste. Et il est réputé être le premier à avoir gravi le mont Gélas. On pense que c'est Saint-Robert qui est le premier à avoir gravi le Gélas, le plus haut sommet des Alpes-Maritimes françaises. Alors finalement, je fais un petit bilan sur les... Parce que c'était un peu... Vous voyez, le club alpin, la montagne, est assez proche des enfin, on est assez proche des alpinistes, parce qu'à cette époque-là, on partage un peu la même problématique. L'accès au massif n'est pas très simple. Et donc finalement, on a, si on compte les cimes qui portent des noms de naturalistes et de botanistes, il y a la cime Montolivo, la cime Burnat, la cime Risso, voilà, la cime Bignel, l'Anglais, le Saint-Robert, de l'autre côté des Alpes, et puis l'allemand Torre Madère. Voilà. Alors, je ne sais plus ce qui vient après. Les temps modernes. Alors, écoutez, les temps modernes, je n'ai pas développé parce que je ne voulais pas être trop long, de toute façon. Et puis, le chapitre 2, il y aura une deuxième conférence. Pourquoi ? Comme ça, je pourrais faire le chapitre 2 et parler du club alpin. Donc, voilà, sans être trop long. À suivre, donc, j'avais mis remerciements. Alors, remerciements, je fais toujours un peu ça, quoi. Non, je cite ici Cédric Dantan, qui est un excellent botaniste, qui a publié Flora Verticalis. Il a fait une flore qui est consacrée, comme il est alpiniste, aux plantes que l'on trouve dans la verticalité. Voilà. Et je partage le point de vue de Cédric là-dessus, avec les remerciements. Il est toujours difficile de savoir s'il faut remercier tous ceux qui font ce que nous sommes, c'est-à-dire nos prédécesseurs, ou seulement ceux qui ont contribué à ce travail. Eh bien, écoutez, je pense que ce sont ceux qui nous ont précédés qu'il faut remercier. Je vous demande de les applaudir.